Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument national. On va parler de Stéphane Bern. Mais attention, on va aller chercher un peu plus loin que l'image hyper lisse du Monsieur Patrimoine de la télé. On a fouillé dans nos sources et on va essayer de comprendre ensemble qui il est vraiment, avec ses petits secrets et ses zones d'ombre. Parce que, soyons honnêtes, que cache vraiment le visage du patrimoine français? Derrière la culture, les belles manières, l'érudition, qui est réellement Stéphane Bern? C'est exactement ce paradoxe qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et bon, pour commencer, j'ai une petite pépite pour vous. Avant les costumes sur mesure et les grands châteaux, son tout premier job au château de Versailles, c'était pas vraiment prestigieux. Il a lui-même avoué à Téléstar, et je cite, « Officiellement, j'étais hôte d'accueil, mais la seule chose qu'on me demandait, c'était le chemin des toilettes. » En fait, il se considérait littéralement comme un homme pipi. Ça casse tout de suite le mythe aristocratique, non? Ça nous ramène à une réalité beaucoup plus humble. Allez, première partie. Une enfance stricte et salvatrice. Pour vraiment comprendre le personnage, il faut retourner à ses racines. Et croyez-moi, ça dénote pas mal avec son image actuelle. Il naît à Lyon en 1963 dans une famille aux origines juives ashkénazes de Pologne. Et son éducation, comment dire, c'était pas le Club Med. Il a été élevé par une mère extrêmement stricte, Mélita Schlanger. Elle était interprète, elle parlait 5 langues couramment et elle exigeait l'excellence, une pression monstre. D'ailleurs, Bern lui-même raconte qu'il était un enfant insolent et irrévérencieux. Et apparemment, il s'en prenait plein la figure pendant les révisions de langue. Du coup, on a ce contraste hyper intéressant. D'un côté, Paris, avec une pression académique complètement étouffante, et de l'autre, la liberté totale, au Luxembourg, chez ses grands-parents. C'était son refuge magique. Là-bas, il avait le droit de regarder la télé, on lui faisait des bons petits plats, et surtout, c'est vraiment là, dans ce grand-duché, qu'il s'est pris de passion pour la royauté. Pour lui, les têtes couronnées, c'était littéralement une porte de sortie pour échapper à cette enfance super exigeante. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, des toilettes aux châteaux royaux. Et cette petite passion d'enfance, elle va se transformer en un véritable empire médiatique. Ça commence super tôt, à 22 ans à peine, il devient rédacteur en chef du magazine Dynasty. Ensuite, la télé lui ouvre les bras sur TF1 avec l'émission Saga, mais le vrai grand tournant, c'est en 2003. Il débarque sur Canal+ pour animer 20 heures dispétantes avec Ariel Witzman. Et ça, c'était un vrai coup de génie. Ça lui a permis de complètement casser son image un peu mondaine, un peu coincée, et de montrer qu'il avait énormément d'autodérision. Et la consécration, bien sûr, c'est 2007 avec le lancement de Secrets d'Histoire. Mais la passion ne s'arrête pas au plateau télé. Côté vie privée, après avoir passé 50 ans à Paris, il a pris une décision radicale. Il a tout quitté pour s'installer à Thiron-Gardès, dans un ancien collège royal et militaire, qu'il a entièrement restauré au passage. En gros, il a fait le choix de vivre littéralement à l'intérieur du patrimoine qu'il défend bec et ongle au quotidien. Troisième partie, le phénomène Secrets d'Histoire. Alors, cette émission, c'est vraiment le symbole de sa dualité. D'un côté, c'est un carton absolu. Plus de 15 ans à l'antenne, des millions de téléspectateurs et un boost incroyable pour le tourisme des monuments qu'il présente. Mais de l'autre côté, ça grince des dents chez les historiens et certains politiques. Si on regarde nos sources, on lui reproche, de manière assez factuelle, un manque de dialectique historique. En clair, on l'accuse de trop se concentrer sur les potins royaux, sur l'anecdotique, et d'oublier un peu les vrais grands enjeux de l'époque. Et face à ces critiques, sa réponse est assez cash. Il dit « On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Les gens ont besoin de s'identifier. » C'est sa ligne de défense. Pour lui, l'histoire, ça peut pas juste être des débats d'universitaires hyper pointus. Il est persuadé que si on veut intéresser les gens, il faut leur parler de choses qui leur parlent. L'amour, le sexe, le pouvoir, les passions humaines, quoi. Et si on veut comprendre pourquoi il assume complètement ce côté romancé, il suffit de regarder ce chiffre. 5 millions. 5 millions, c'est son objectif d'audience, c'est le bassin de téléspectateurs qu'il veut toucher. Il se dit qu'à cette échelle-là, pour le grand public, la narration humaine et dramatique, c'est tout simplement la seule méthode qui marche pour transmettre notre patrimoine. On passe à la quatrième partie, controverses et convictions assumées. Parce que derrière l'animateur star, il y a un homme avec des convictions très ancrées qui font parfois un peu de bruit. Depuis toujours, il assume totalement ses idées royalistes. Tenez-vous bien, à 18 ans seulement, il rejoignait la nouvelle action royaliste. Sauf que, et c'est là que c'est ironique, il s'en est fait exclure en 1999, tout ça à cause d'un article dans Le Figaro où il dénonçait la mauvaise gestion de l'héritage d'un comte. Ça montre bien son indépendance d'esprit, il peut naviguer dans les hautes sphères royales et en même temps créer la fondation Stéphane Bern pour l'histoire et le patrimoine, une institution hyper sérieuse reconnue par l'Institut de France. Et on arrive à la 5e et dernière partie, la rupture avec Europe 1. C'est sans doute le dossier secret le plus récent et franchement le plus explosif. L'enchaînement des événements est dingue. Donc il anime des émissions d'histoire sur Europe 1 depuis 2020. Tout se passe bien. Jusqu'au jour où il reçoit un ordre explicite de sa direction, éviter à tout prix un sujet historique précis. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il passe outre et il aborde le sujet en plein direct. Résultat des courses, la sanction tombe instantanément. C'est l'éviction pure et simple de la station.
C'est quand même un exemple frappant du clash entre son besoin viscéral d'indépendance et la ligne éditoriale stricte d'un média. Alors évidemment, la question qu'on se pose tous, c'était quoi ce fameux sujet interdit? Eh bien, selon les révélations de nos sources, le point de rupture, c'était les liens supposés entre le pape Pie XII et Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Un sujet historique extrêmement sensible, explosif même, qui a complètement cristallisé le conflit et mené à son départ définitif de la radio. Ce qui nous amène à nous demander, quelle est la suite pour un homme qui se retrouve à un tel carrefour médiatique? Bon, rassurez-vous, on va encore le voir commenter l'Eurovision, ça c'est sûr. Mais son parcours à la radio vient quand même de prendre un sacré virage. Quand on regarde tout ça, du petit guide qui montrait les toilettes à Versailles jusqu'à la figure incontournable de l'audiovisuel culturel qu'il est aujourd'hui, Stéphane Bern, c'est clairement quelqu'un qu'on ne peut pas mettre dans une case. Du coup, à votre avis, comment il va rebondir? C'est ce qui nous restera à découvrir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec nous et on se retrouve très vite pour creuser un nouveau sujet. À la prochaine!